Nous poursuivons cette matinée avec Pascale Fleury-Delabre qui va rejoindre ce plateau. Bonjour madame, donc vous êtes formatrice à l'association Adjage, dont vous nous présenterez et les origines et l'histoire, et vous allez nous expliquer ce qui se cache derrière le compte personnel de formation dont dispose chaque agent et comment les centres de gestion s'en saisissent pour favoriser l'évolution des parcours professionnels. Vous avez vu le tempo, vous faites votre exposé, vous nous présentez les grandes lignes et puis de temps en temps je viendrai vous relancer en quelque sorte à travers un certain nombre de questions et avec le live chat qui ne cesse donc d'alimenter notre réflexion. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Donc effectivement, je suis responsable ingénierie formation dans une association qui s'appelle Adjage Formation, qui a été créée par des élus et des fonctionnaires, qui est donc un organisme parisien qui ne fait de la formation sur les ressources humaines que pour la fonction publique et avec une prédilection pour le public de la fonction publique territoriale. Donc moi j'ai une expérience de 10 années en collectivité territoriale et j'interviens beaucoup sur le droit et le plan de formation. Donc du coup on va pouvoir effectivement parler du compte personnel d'activité et de sa création dans la fonction publique. Donc en fait, c'est déjà, on va dire, un sujet qui existe pour le secteur privé et qui a déjà été mis en place et qui aujourd'hui va permettre à l'ensemble des agents publics de bénéficier des mêmes droits au niveau de la formation qui a un caractère plutôt personnel. Donc il y a des textes évidemment qui ont créé ce compte personnel de l'activité. Donc aujourd'hui, on est à la tête d'une ordonnance qui est sortie en janvier 2017, qui effectivement crée le compte personnel d'activité, et puis d'un décret et également d'une circulaire qui sont assez claires sur la création du compte personnel d'activité, du compte personnel de formation et de sa mise en œuvre. Donc voilà, donc en fait tout ça est effectivement issu d'une loi. Une loi de 2016 qui est autour de la loi travail, modernisation du dialogue social et également de la sécurisation des parcours, des parcours professionnels qui permet de mettre en œuvre de nouveaux droits au niveau de la formation. Donc le compte personnel d'activité a été créé et est en œuvre depuis le 1er janvier 2017. Il concerne effectivement l'ensemble des agents publics. Donc ce compte a pour objectif de renforcer l'autonomie des agents publics et de renforcer aussi l'évolution de leur parcours professionnel en leur créant un compte. Donc il y a un dispositif général qui est le compte personnel d'activité. Et puis deux comptes à l'intérieur, le compte personnel de formation et le compte d'engagement citoyen, qui sont donc les pendants du secteur privé. Et dans le privé, il y a un compte personnel qui est supplémentaire, de prévention de la pénibilité, qui n'est pas créé pour la fonction publique. Il y a juste un volet santé et sécurité au travail qui sera mis en œuvre, mais pas dans les mêmes façons. Point peut-être pour quelle raison ? Il n'y a pas de métier pénible dans la fonction publique ? Certainement que si, mais au niveau de la réflexion, de la mise en œuvre effectivement de ce compte et du traitement de la pénibilité au travail, il y a une réflexion particulière qu'ont les organisations syndicales sur effectivement le traitement. Donc il y a quelques outils supplémentaires et c'est en train d'être créé, mais ce sera effectivement traité également. Le privé s'en devance, en quelque sorte. On va dire que c'est précurseur. Et puis sûr. L'impact qu'il y a sur la fonction publique est relativement long, mais là, avec l'ordonnance, fait qu'effectivement, sur l'aspect du CPA et du CPF, c'est venu assez rapidement. Alors, deux entrées donc pour les fonctionnaires. Exactement. Donc le compte personnel de formation et le compte d'engagement citoyen, ce sont ces deux entrées principales. Vous allez le dire. Oui, voilà. Je vous laisse. Je vais y venir. Donc au niveau effectivement du compte personnel d'activité, c'est effectivement comme on va dire une espèce de valise où on va mettre un certain nombre de droits pour les agents de la fonction publique concernant la formation personnelle. Avec un point d'entrée principal, c'est que l'agent devra réfléchir sur son projet d'évolution professionnelle et à ce titre-là bénéficiera d'un certain nombre de droits et notamment d'heures qu'il pourra mobiliser pour faire de la formation et acquérir soit une formation diplômante,
certifiantes ou qualifiantes, soit acquérir de nouvelles compétences pour se mettre dans des perspectives d'évolution. Alors évolution professionnelle, ça signifie que ça n'est pas sur le poste actuel occupé, c'est pas sur les fonctions habituelles, sur le poste qu'on occupe aujourd'hui, mais plutôt dans une perspective d'évolution, donc de promotion, éventuellement de carrière, de mobilité. Donc, M. Lorenz l'a tout à fait évoqué, c'est une problématique du coup de plus en plus cruciale et ouverte. Et puis également de reconversion, puisque des agents pourront effectivement avoir envie de prévenir une situation d'inaptitude physique en essayant de mobiliser ce compte pour évoluer. Ça existait avant, je suppose. Oui. Quelle est là aussi la plus-value, l'amélioration du dispositif ou pas, puisque c'est encore assez récent et qu'il est trop tôt, j'imagine, pour en établir un premier bilan. Alors, il y avait différents outils qui existaient, notamment le droit individuel de la formation, qui va disparaître totalement au profit du compte personnel de formation. Ça signifie que les heures vont être transférées sur ce compte et vont permettre de commencer à l'alimenter et à le faire vivre. Donc ça, c'est une première chose. Il y avait des outils aussi au niveau de la formation personnelle qui aujourd'hui sont tout à fait pertinents, performants, mais ont été assouplis avec de plus grandes possibilités pour les agents pour les utiliser. Et on va dire que l'intérêt premier est de mettre au cœur de ses préoccupations l'agent public pour qu'il se prenne en charge au niveau de son évolution du parcours professionnel et ne fasse pas qu'attendre des propositions faites par son employeur, notamment au travers des plans de formation, de l'accompagnement sur la formation. La RH en vis-à-vis. Enfin, exactement. Au contraire, même. Elle est même mise effectivement au premier plan, puisqu'il va falloir intégrer ces nouveaux droits à la formation personnelle au titre du CPA ou du CPF, réinterroger ces pratiques de formation professionnelle, de remettre le dialogue social sur la table pour réfléchir à la façon dont on va traiter et incorporer ces nouveaux droits, comme on va effectivement du coup les analyser, les accepter, les prendre en charge. C'est effectivement du coup l'acteur principal sera l'employeur au travers effectivement du coup de sa direction des ressources humaines et de la prise en charge de la formation de ses agents. Je vous laisse dérouler. Alors, tout à fait. Donc, des conditions particulières. Les bénéficiaires, sont l'ensemble des agents publics. Ça signifie les fonctionnaires, donc les titulaires, les stagiaires, bien sûr, qui ont ça en phase de lettres, et puis également des contractuels, donc les contractuels de droit public et des contractuels de droit privé. Donc, ça veut dire que l'ensemble des actifs de la nation seront tous concernés par le compte personnel de formation et auront droit de mettre en œuvre leurs heures de formation au titre de formation. Alors il y a des mais, j'imagine, il y a des mais avec des petits points de suspension derrière. Alors, que vous allez sans doute exposer, je ne veux pas anticiper votre déroulé, mais le schéma un peu idéal que vous nous présentez se heurte à des réalités... Alors ça se veut plus ouvert, puisque le DIF était plus limitatif. Un certain nombre de publics, de contractuels publics étaient effectivement du coup extraits, comme par exemple les assistants familiaux, qui vont effectivement par le biais du compte personnel de formation pouvoir bénéficier également de ce compte comme tout le monde, comme en fait tout actif sur le plan de la nation, qu'il soit du secteur privé comme du secteur public. Non, j'anticipais le grand moment de réjouissance de mon supérieur hiérarchique qui apprend que, en toute liberté, j'ai décidé pendant 6 mois de partir, alors que je suis un élément éventuellement structurant dans le service. Voilà. Je veux dire, cette liberté, elle est toujours limitée aussi quand même par, à l'heure où les effectifs se réduisent compte tenu des réformes, de la rationalisation financière, etc. Je veux dire, la présentation que vous en faites, elle est effectivement ouverte, elle offre des tas de possibilités, mais on se heurte très vite aussi à des difficultés d'organisation en interne et de facilitation tout simplement des cadres, de nos cadres. Est-ce qu'on peut résister à leur refus, par exemple ? Alors, il y a des conditions particulières, effectivement, qui permettent à l'ensemble des agents d'en faire une demande, mais à condition qu'ils aient la volonté de reprendre des études, faire un diplôme, une formation qualifiante, certifiante, à condition qu'ils aient un projet d'évolution
professionnels. Donc ils pourront effectivement du coup émettre une demande qui leur tient à cœur. Dans des conditions, c'est que dans la fonction publique, il y a une spécificité, c'est l'employeur public qui financera ces formations. Donc déjà, il faudra réfléchir au budget qu'on met et aux priorisations pour les agents publics qui font la demande, dans un contexte aussi de respect du service public et notamment des notions de service, ce qui signifie qu'on ne pourra pas simplement demander une formation et partir quand on le souhaitera, puisqu'effectivement, il faudra que ça tienne dans un calendrier, dans une enveloppe budgétaire et avec les priorités de la collectivité, même si... Oui, ça devient tout de suite un peu moins fun, quoi. Exactement. Et au niveau Si du je puis me compte permettre, personnel de formation, du coup, il y a effectivement des conditions pour certains publics, puisqu'il y a des conditions générales, donc 150 heures de plafond pour l'ensemble des agents qui pourront en profiter et qui vont être alimentés à raison de 24 heures tous les ans pendant les 5 premières années et ensuite 12 heures tous les ans pour arriver à ce plafond. Il y a aussi du coup des publics qui vont être pointés et qui vont être effectivement du coup, on va dire, privilégiés, notamment les agents de catégorie C. Donc qui n'ont pas de diplôme à la hauteur d'un CAP ou d'un BEP, donc on dit qu'ils n'ont pas un diplôme de niveau 5, qui est effectivement du coup repéré à l'Éducation nationale ou au registre national des certifications professionnelles. Ça veut dire qu'ils n'ont ni CAP ni BEP, qui auront, eux, la possibilité de créditer des heures supplémentaires. Ça veut dire qu'ils ne seront pas sur un plafond de 150 heures, mais de 400 heures. Donc ils créditeront des heures dans leur compte de 48 heures par an, tous les ans, pendant 8 ans, un tiers, on va dire à peu près. C'est-à-dire que je suis fonctionnaire depuis 20 ans, admettons. J'ai un compte qui... on parlait de la bombe à retardement du DIF à une certaine époque. C'est-à-dire que si j'exigeais en quelque sorte de pouvoir exercer mon compte et de pouvoir réaliser cette formation, il n'y aurait plus personne en quelque sorte dans les services. Mais bien entendu, ça ne marcherait pas de cette manière. Mais on cumule en quelque sorte, c'est ça, on cumule les heures, les possibilités. Et puis, il faut qu'on trouve quelque chose qui colle avec... aussi un peu les attentes de la collectivité qui vous embauche. Si je suis fonctionnaire depuis 20 ans que j'ai envie de devenir boucher, je ne suis pas sûr que mon chef de service va être ravi. Alors effectivement, du coup, il ne sera certainement pas ravi, sauf que ça va faire partie d'un certain nombre de projets qu'il faudra étudier, puisqu'aujourd'hui, on est en train effectivement du coup de mettre le doigt sur l'employabilité des agents et sur une mobilité interfonction publique, mais surtout fonction publique et donc secteur privé, de façon effectivement à maintenir dans l'emploi la plupart des personnes et à suivre leurs désirs au niveau des évolutions professionnelles. Donc il y a réciprocité, vous voulez dire, on va leur expliquer quels sont les métiers sous tension et là où il y a possibilité pour eux éventuellement de gagner plus d'argent, ou d'évoluer dans leur carrière. De devenir effectivement du coup quelqu'un d'autre sur le plan professionnel. Donc c'est des droits qu'il faudra étudier. En attendant, il faudra les intégrer effectivement dans les contraintes des collectivités, contraintes financières, mais contraintes aussi professionnelles. Mais il s'agit bien là de faire évoluer des agents sur une carrière professionnelle, sur un parcours particulier qui leur tient à cœur et donc qui fait l'objet d'un projet construit, avec effectivement du coup un droit à être étudié, entendu, mais aussi un droit au refus. C'est-à-dire que ce n'est pas un blanc-seing qui dit « moi je veux faire un nouveau métier, je veux faire une nouvelle formation et donc je vais vous le demander et vous allez effectivement faire en sorte de l'accepter ». Non, il y a des règles, effectivement, du coup, des règles qui sont soumises aux nécessités de service et aux priorités des collectivités territoriales. Donc, parce qu'il y a effectivement du coup des droits, mais aussi des devoirs et une organisation à avoir pour que ça puisse être pris en compte. Tout à l'heure, on parlait, et vous m'avez dit, est-ce qu'il y a des obligations ? Oui, il y en a. Par rapport à ces agents de catégorie C qui ont un plafond plus grand au niveau des horaires, qui sont donc les plus éloignés des diplômes, effectivement, et qui ont des carrières parfois... Et ceux qui suivent des formations sont les plus... c'est les catégories A. Enfin, où il y a pas mal... pas tant que ça, mais il y a quand même une... Ils ont plus de facilité. Ils ont plus de facilité. Ils ont plus de facilité parce qu'ils ont déjà un bon niveau de formation et puis un lien avec leur parcours professionnel qui est effectivement souvent 75% de catégorie C justement, dans les fonctions publiques.
Oui, c'est ça, exactement. Et donc, c'est pour leur offrir des possibilités d'évolution, à plusieurs titres. D'une part, ceux qui n'ont effectivement pas de diplôme, donc de niveau 5, de pouvoir effectivement demander une formation préconisée qui s'appelle le socle de connaissances et de compétences. Ce sont des formations qui sont effectivement du coup importantes sur 7 domaines en particulier, donc sur la lecture, l'écriture, le calcul, mais aussi sur le numérique et l'accès effectivement à l'outil informatique, également sur l'hygiène et la sécurité, et puis apprendre à travailler en équipe. Donc avec les autres, à répondre à des consignes. Et là, l'employeur aura une obligation, c'est d'étudier évidemment toutes ces demandes, mais surtout ne pourra pas les refuser. C'est un droit opposable qui ressemblera à un droit opposable au logement, où l'employeur devra prendre en considération cette demande et pour ses personnels, donc sera obligé d'accepter cette formation. Le DALO, ça ne marche pas. Et vous en parlez en connaissance de cause, donc j'espère que l'opposabilité dans le secteur de la formation sera beaucoup plus efficace que le droit opposable au logement. Oui. C'est un risque, mais nous verrons bien, l'avenir le dira. En fait, donc on ne peut pas refuser cette formation pour ces agents, on peut simplement les différer dans le temps d'une année maximum. Donc ça posera des problèmes certainement, mais bon, le temps le dira en fait. Aujourd'hui, ce sont les textes. Un process, j'imagine. Bien entendu, il ne s'agit pas de mettre la pression sur les chefs de service d'un coup en vidant toutes les collectivités. C'est vraiment pas le moment en plus, je veux dire, parce qu'il y a une nécessité de formation. Mais je veux dire, vous voyez bien, vous n'êtes pas là pour... Je veux dire, c'est l'ambiguïté entre formez-vous, mais il y a des conditions, quoi. Je veux dire, l'appel au grand large, et puis on se retrouve sur un petit canal, quoi. Je crois que, en fait, ce qui a amené effectivement à cette réflexion, c'est que le DIF est un outil qui n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné dans le privé. Il a effrayé le public quand il est arrivé. Il n'a pas fonctionné non plus. Donc, il a été très peu utilisé. Et aujourd'hui, du coup, le compte personnel de formation est dans le même état d'esprit. Et pour vraiment favoriser l'accès à un nouveau métier ou à une gestion de son parcours professionnel de meilleure qualité pour les gens les plus éloignés de la qualification. Mais par contre, il faudra effectivement réfléchir. C'est une très très bonne nouvelle qu'on se penche enfin sur les personnes les plus éloignées de l'employabilité. Ou qui sont employables, puisqu'ils le sont aujourd'hui, mais qui pourraient nourrir effectivement avec cette priorisation, je veux dire, de ces personnels-là. C'est vers elle, à l'évidence, qu'il faut que la formation s'oriente aujourd'hui. Et il y a un grand débat national qui va être lancé prochainement, puisque le président de la République a annoncé que prochainement, les assises de la formation auraient lieu. Il y a toute une pensée, tout un secteur à repenser. Donc, c'est un outil qui va y contribuer, puisque finalement, il va traiter l'ensemble des salariés. Quid de la VAE dans tout ça, aujourd'hui? Alors donc... là aussi... Alors, c'est aussi un système un peu difficile à mettre en œuvre, mais c'est un outil qui existe toujours, dont, effectivement, du coup, les règles se sont assouplies. La VAE, effectivement, c'est la possibilité de passer un diplôme grâce à son expérience professionnelle, sans avoir à repasser sur les bancs de l'école, simplement en préparant un dossier qu'on fait valider par un jury, qu'on présente aux organismes certificateurs, qui délivrent ce diplôme. Auquel cas, aujourd'hui, c'est renforcé. Dans le cadre du compte personnel de formation, on va pouvoir demander à y accéder. Ça va être aussi une étude prioritaire à faire pour valoriser effectivement du coup les demandes de VAE des agents, avec effectivement maintenant simplement 1 an d'ancienneté pour pouvoir monter son dossier de demande de VAE et essayer d'obtenir, tant que faire se peut, le diplôme qui correspond au métier qu'on veut exercer demain. Celui sur lequel on peut être aujourd'hui, mais aussi demain. Si vous avez, n'hésitez. Je rappelle au public le chat live. On attend vos questions sur ces problèmes, ces questions en tout cas, je veux dire, de formation. N'hésitez pas. Est-ce que vous arrivez à reprendre le fil de votre déroulé je vous laisse le faire. Je vais reprendre le fil. Donc en fait, déjà avec des conditions générales, le compte personnel d'activité, c'est effectivement du coup des droits universels. Ça veut dire que chaque personne qui, à partir de 15 ans en tant qu'apprenti ou 16 ans quand il peut être dans la vie active, puisque l'obligation scolaire s'arrête à 16 ans, donc on peut
peut ouvrir effectivement son compte personnel d'activité. Donc c'est des droits qui sont attachés à la personne, qui sont donc universels, de 15 ans jusqu'à sa mort, si on veut aller au plus loin, qui effectivement du coup concerne l'ensemble des publics qui sont dans la vie publique, qu'ils aient un travail ou non, puisque ça concerne effectivement aussi les demandeurs d'emploi. Donc, qui effectivement pourront l'utiliser. Ça concerne l'ensemble des personnes qui sont effectivement du coup du secteur privé comme du secteur public et qui pourront l'avoir avec soi. C'est portable, ça veut dire que quelle que soit la situation ou le statut dans lequel on se trouve, qu'on soit effectivement dans un emploi public et puis qu'on veuille rejoindre le secteur privé ou qu'on se retrouve alors qu'on était contractuel de droit privé sans emploi, donc avec un terme à son contrat. Il faudra effectivement, à un moment donné, réfléchir sur sa mobilité, donc un autre parcours professionnel. Ces droits seront effectivement utilisables à tout moment. C'est aussi effectivement... Oui, c'est la question que d'ailleurs posait Géraldine. J'en profite pour voir si, dans sa formulation de la question de Géraldine, ça peut apporter d'autres réflexions de votre part. Le cumul d'heures annuelles au titre du CPF est-il rétroactif, transformation des heures DIF passées? Vous avez plus ou moins répondu, notamment pour les agents ayant déjà une carrière longue. Là, c'est plus un compte, c'est une trésorerie replète. Alors, le compte personnel de formation va effectivement récupérer toutes les heures du DIF. Mais le DIF, il existe depuis 2007 dans la fonction publique et 2004 dans la fonction dans le secteur privé. Oui. D'accord. Donc carrière longue ou pas longue, voilà. En tous les cas, le compte personnel de formation sera alimenté. Pour ceux qui, pour les jeunes qui rentrent. Ça durera toute leur vie. Ça durera toute leur vie. Voilà. Exactement. Donc c'est le côté sans doute un peu artificiel de ce compte qui sera obèse, on va dire, si on n'a pas fait beaucoup de formation dans sa vie pour X raisons, parce qu'on l'a mené, voilà, et qui n'aura pas de sens. Il y aura un non-sens quelque part sur ce compte avec un nombre cumulé d'heures qui sera complètement artificiel. C'est-à-dire que les heures sont plafonnées. Quand même. D'accord. Voilà, c'est important. Voilà, je pense que donc, c'est important effectivement, du coup, il démarre le compte personnel de formation avec les heures DIF. Donc, quel que soit le nombre d'heures qui a été cumulé, les employeurs, notamment publics, devront faire un état des lieux de ces heures DIF au 31 décembre 2016 et qui démarreront l'alimentation du compte personnel de formation. Ils devraient l'avoir fait. Et ils ont l'année 2017 pour faire la comptabilisation complète, pour pouvoir effectivement commencer à alimenter le compte personnel de formation avec déjà un crédit d'heures. Ça veut dire qu'on ne perd pas ces heures DIF qui effectivement commencent à alimenter le compte personnel de formation. Ensuite, il y a un plafond qui s'exerce. Donc pour tout un chacun, c'est 150 heures. C'est le même plafond pour le privé comme pour le public. Donc avec effectivement du coup des règles d'heures créditées par an. Donc on travaille à temps partiel ou à temps complet, c'est le même nombre d'heures qui sera crédité. Il y a simplement une règle, si on a des agents à temps non complet, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'heures limitées sur leur poste, il y aura là une proratisation des heures qui créditeront le CPF. Les catégories C, on a dit un plafond de 400 heures. Si ce plafond est atteint, il n'évoluera pas au-delà. Et puis avec effectivement du coup des possibilités de créditer des heures supplémentaires, et notamment c'est une façon de rejoindre le volet sur le compte pénibilité. Sur la santé et la sécurité au travail, il y a la possibilité de créditer 150 heures supplémentaires. Donc pour des agents qui sont dans le cadre d'une inaptitude physique qui se profilerait, et cela sur l'avis d'un médecin du travail ou d'un médecin de la médecine de prévention, de façon effectivement à les accompagner pour que ces agents essayent de travailler sur un nouveau parcours professionnel et d'anticiper les difficultés liées à la reconversion. Avec le vieillissement de la population. Exactement, la souffrance au travail, physique des 5 et millions autres. de fonctionnaires. Là, on peut parler d'une véritable bombe à retardement qui arrive un petit peu. J'ai l'impression que les collectivités n'ont pas saisi quand même ce mouvement-là. Il y a quelques initiatives très innovantes dans certaines d'entre elles pour anticiper effectivement la reconversion des agents. Quel est le caractère, comment dirais-je,
d'urgence ou de possibilité pour les personnes concernées pour faire en sorte que là, il y ait non-opposibilité, en fait, possibilité de ne pas dire non à une formation qui permettrait à un agent d'envisager une réorientation professionnelle adaptée. Est-ce qu'il y a le même caractère que pour les catégories C, par exemple voilà. Est-ce qu'on peut imposer à son chef de service ce type de formation pour réorienter sa carrière ? Alors, il n'y a pas de caractère obligatoire, mais il y a effectivement du coup une priorisation. Un certain nombre de demandes de formation, et celle-ci en fera partie. Pour effectivement du coup donner une possibilité aux agents de retrouver un poste et donc une dignité professionnelle plutôt que d'être mis à la retraite pour invalidité. Par exemple, l'objectif est effectivement de retrouver un métier, un poste, donc à ces agents et de les accompagner. Donc c'est plutôt aujourd'hui une volonté de priorisation, de suivi de ces situations qui sont déjà le cas. Des agents sont déjà suivis dans le cadre de reconversion, elles sont accompagnés. Là, ça donnera effectivement la possibilité à l'agent de faire une demande pour lui-même, pour sa propre évolution et d'anticiper une vraie rupture de l'emploi. Est-ce qu'il peut faire appel aux référents déontologues si jamais ces demandes de formation sont en permanence repoussées, si ces envies d'évolution personnelle sont traitées avec plus ou moins de mépris par les cadres Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout sur ce cas-là. Mais à l'intérieur de sa structure et de sa collectivité, en tous les cas, l'agent pour lequel on refusera une demande de formation aura la possibilité, dès la première fois, d'en faire cas devant l'instance paritaire compétente, la CAP, pour ne pas la citer, mais également la commission, la CCP, pour les agents contractuels, puisqu'il y a une nouvelle commission, qui va être créée pour étudier effectivement du coup les cas particuliers des agents contractuels. Donc effectivement, l'agent a la possibilité de saisir la CAP. On sait aussi que la CAP émet un avis, mais une fois qu'on a porté effectivement du coup son projet et qu'on a effectivement essayé d'y réfléchir, peut-être que des ouvertures se feront. Mais c'est en cela qu'effectivement du coup ces crédits d'heures qui vont effectivement augmenter rapidement, qui vont arriver assez facilement au plafond, qui seront mobilisables par les agents. Il faudra qu'il y ait une anticipation des réflexions dans les collectivités territoriales pour effectivement du coup réfléchir aux priorisations, aux enveloppes budgétaires qu'on pourra mettre, à la façon dont on pourra les accrocher à ces plans de formation habituels. Et pour cela, effectivement, du coup, l'ordonnance encourage une mutualisation de tous les plans de formation des différentes fonctions publiques pour effectivement offrir une grande offre de formation aux agents et qui effectivement du coup là incomberait aux différents partenaires publics. Pour aussi travailler sur des parcours professionnels avec des blocs de compétences intégrés dans les plans de formation de chacune des collectivités territoriales, pour essayer de réfléchir à des formations métiers, des parcours déjà fléchés, de façon à pouvoir en faire profiter les agents qui demanderaient au titre de leur CPF et ne pas les voir se former forcément à l'extérieur, mais peut-être à l'interne, puisqu'il y a souvent de très belles propositions dans le cadre le plan de formation. Et il y a effectivement, pourquoi pas, le Centre national de la fonction publique territoriale, qui doit là, pour le coup, réfléchir à des parcours de formation, d'ailleurs qu'il a déjà très bien fait, qui vont les renforcer. Même confrontés à la nécessité de repenser leur plan d'avenir, en quelque sorte, compte tenu de la réduction de leurs moyens d'action. Exactement, c'est difficile, certainement. Et la mutualisation, comment elle s'opérerait des plans d'une volonté, en fait, des différentes fonctions publiques qui, effectivement, accepteraient de mutualiser un plan de formation un peu transversal qui pourrait, effectivement, profiter à différents agents publics. Alors, il y a des expériences qui sont déjà en cours, et notamment avec les services du Premier ministre, qui essayent de mutualiser un plan de formation transversal, avec différentes entités autour, notamment avec la ville de Paris et avec la région Île-de-France, puisqu'ils sont localisés sur la ville de Paris. Et donc des expérimentations sont en cours, effectivement, à ce sujet. Nathalie nous pose une question. On fait comme ça ?
Ça vous oui, va je vous en prie. Parce qu'elles sont Oui, pertinentes, les questions, vous avez vu. Alors, concernant un projet de reconversion professionnelle dans le cadre d'une prévention d'une inaptitude physique, que doit prendre en charge financière l'employeur? Là, je lis in extenso, mais on dit en gros, quelle est la part, comment se partage en quelque sorte le coût de cette formation? Intégralement, normalement, l'employeur ou pas? Exactement. Ou est-ce qu'il y a de mauvaises surprises? Il n'y a pas de mauvaise surprise, il y a effectivement des obligations de l'employeur. Donc à partir du moment où une demande de formation est faite au titre du compte personnel de formation par un agent public, l'employeur est obligé d'étudier effectivement du coup sa demande, de faire une réponse puisqu'il a le droit effectivement de refuser, mais il faudra effectivement que ce refus soit motivé de façon à ce que l'agent en connaisse effectivement les tenants et les aboutissants, ce qui lui permettra peut-être aussi d'ailleurs de reposer sa demande de formation plusieurs années de suite, jusqu'à peut-être que ça soit accepté. Si l'employeur, que ce soit dans le cadre d'une reconversion ou autre d'ailleurs, donc dans le cadre du CPF, si l'employeur accepte la demande de formation du coup, au titre du compte personnel de formation, il acceptera donc la prise en charge financière, c'est-à-dire la prise en charge financière du coût pédagogique de la formation, mais également des frais de déplacement. Alors, pour les frais de déplacement, c'est facultatif. Ça pourra être effectivement, du coup, un peu contingenté. Et dans le cadre des frais pédagogiques, l'employeur aussi aura une réflexion qu'il pourra mener pour plafonner les dépenses possibles, puisque ça pourra être de quelques centaines d'euros jusqu'à quelques milliers d'euros. Et j'imagine que les collectivités auront besoin aussi de gérer des règles à ce sujet pour ne pas avoir leur budget formation s'envoler. Mais il y a des exigences de prise en charge, en effet, de la formation. Est-ce que les formations couturées, vraiment à l'extrême, en interne dans les collectivités, sont en vogue aujourd'hui? Est-ce que vous êtes, vous, dans votre quotidien professionnel, de plus en plus appelé à intervenir directement à l'intérieur d'une collectivité pour répondre à un besoin très précis, plutôt que d'aller chercher donc, dans un catalogue des solutions qu'on ne trouverait pas? Alors nous sommes effectivement de plus en plus sollicités par les collectivités territoriales, surtout pour des actions très pointues. Et effectivement, du coup, on peut aller jusqu'à de l'accompagnement personnalisé d'un certain nombre de collectivités qui réfléchissent. Ils ont un partenaire de prédilection, c'est le CNFPT. Nous en sommes bien conscients, mais sur les ressources humaines, parfois nous pouvons apporter des spécificités ou des expertises en la matière et nous sommes sollicités régulièrement. Alors je découvre d'autres questions parce que ça doit en susciter. Oui, j'imagine très bien. C'est ce que c'est. Oui. Donc voilà, il faut avoir les yeux partout maintenant. Quand on fait ce métier, hop, il y a des tas d'informations qui arrivent de tous les endroits. Alors, Pierre s'interroge. Quelle méthodologie pourrait être recommandée pour une DRH pour mettre en place le CPF dans le cadre de la transition DIF-CPF? Parce que voilà, c'est tout nouveau, donc ça tâtonne aussi un peu en interne. Voilà, comment une DRH pourrait être plus efficace pour permettre, je veux dire, d'aller vite, quoi, en quelque sorte? Alors, aller vite, je ne sais pas. En tous les cas, respecter les échéances, c'est effectivement, du coup, une bonne idée. Il y a des obligations qui seront celles d'informer et de communiquer avec les agents sur leurs nouveaux droits. Il y aura effectivement, du coup, pour la DRH, donc une politique RH à mettre en place qui intègre effectivement, du coup, ces droits au niveau du CPF. Il faudra également réfléchir aux outils utilisés, aux tableaux de bord de suivi, puisqu'il y aura une exigence des collectivités et des employeurs de suivre aussi du coup les droits de leurs agents, non seulement pour l'alimentation, même si la Caisse des dépôts et des consignations va gérer tous les comptes et donc les gérer globalement, notamment au niveau de l'incrémentation des droits. Les employeurs publics auront à réfléchir à la décrémentation, c'est-à-dire à la consommation des heures au titre du compte personnel de formation pour faire un état des lieux de la vie de ces comptes, puisque c'est bien de les alimenter, et ça sera fait. La Caisse des dépôts, c'est le coffre, en quelque sorte. Exactement. C'est ça. Et c'est le bon mot. Donc effectivement, ils ont l'habitude avec la retraite, mais effectivement, ils le feront exactement avec la formation, et ça leur permettra de gérer l'ensemble des comptes de tous les actifs sur le plan de la nation. Effectivement, du coup, il va falloir réfléchir à une politique RH, donc ouvrir au dialogue social. C'est intéressant effectivement d'y réfléchir avec
avec ces organisations syndicales pour voir de quelle manière on va prioriser dans les collectivités les départs en formation, les droits incontournables qu'auront les catégories C, niveau infra 5, mais aussi les possibilités d'offrir à tous de façon juste et équitable, puisque c'est quand même un outil qui sera ouvert à l'ensemble des agents publics. Donc ensuite réfléchir à des outils, il faudra réviser son règlement de la formation, puisqu'il y a des règles qui ont été mises en place et qu'en plus le compte personnel de formation va pouvoir toucher toute l'offre de formation, y compris celle du plan de formation des collectivités, puisqu'ils vont pouvoir demander un bilan de compétences, une VAE, on le disait tout à l'heure, très justement. Donc ils vont pouvoir aussi demander à en profiter dans le cadre de leur préparation au concours examen professionnel, non seulement la préparation et au concours et aux examens, mais également éventuellement à une possibilité d'avoir des jours pour réviser. Il va y avoir aussi une inégalité là aussi. Exactement. Il y a des droits qui peuvent réviser et d'autres un peu moins. Il y a des décharges, effectivement, du coup, de droit pour la fonction publique d'État et hospitalière. Il n'y a pas l'équivalent, en tant que tel, pour la fonction publique territoriale. Mais des possibilités sont ouvertes, effectivement, du coup, pour préparer un concours, de demander par année civile 5 jours. Donc, pour réviser, qu'on soit effectivement déjà dans une préparation ou non, simplement inscrit au concours, ce qui signifie qu'on pourra avoir un peu de temps pour effectivement du coup se préparer. La communauté d'agglomération du Grand Verdun, mais peut-être qu'on a répondu déjà à la question, s'interroge concrètement comment seront transmises les informations sur la plateforme moncompteactivité.gouv. Alors c'est une bonne question. Il y a d'abord le travail à faire autour de l'état des lieux des heures DIF qui ont été capitalisées par les agents depuis 2007 et qui appartiendra aux employeurs publics de faire un état des lieux. Donc, je vous disais au 31 décembre 2016, pour l'ensemble de leurs agents, agents titulaires et agents contractuels de droit public, pour tous les employeurs publics précédents, de faire cet état des lieux. Et donc, ce sera effectivement du coup sous forme d'un tableau de bord qu'il faudra transmettre à la Caisse des dépôts et des consignations dans le courant de l'année 2017, puisque l'obligation est de faire l'état des lieux du compte personnel de formation au 31 décembre 2017. Donc avec d'abord les droits ouverts au titre du DIF, qui disparaissent mais qui sont transférés, qui deviennent des heures du compte personnel de formation. Et sur le compte personnel de formation, il commence, lui, à se créditer depuis le 1er janvier 2017. Donc jusqu'au 31 janvier 2017, l'état des lieux se fera grâce aux déclarations sociales. Comme aujourd'hui dans le privé, grâce à la paye, et donc à des informations qui sont remontées en l'occurrence pour la fonction publique, la NKDS, donc les déclarations sociales. Le compte sera crédité automatiquement par la Caisse des dépôts et des consignations grâce effectivement du coup à la déclaration sociale qui sera faite début d'année 2018. Pour ça, la Caisse des dépôts et des consignations aura jusqu'au mois de mars pour mettre à jour les comptes. D'accord. Donc 2 étapes. Le DIF, c'est les employeurs qui doivent faire l'état des lieux précis des heures DIF déjà capitalisées, qui sera transféré sur le compte personnel de formation. Et ensuite, toute l'année 2017 qui est en cours pour le compte personnel de formation, qui là sera effectivement crédité automatiquement par la Caisse des dépôts et des consignations sur la feuille de paie. D'accord. Alors, des questions et des réponses... non pas plus courte, on a encore un peu le temps, mais enfin voilà, précise en tout cas, parce que les demandes sont précises. Faut-il obligatoirement une délibération du conseil municipal pour acter les modalités de mise en œuvre interne du CPA ? Alors oui, et notamment sur les aspects... C'est Agathe qui pose la question. J'ai oublié de le préciser, c'est important. Surtout sur les aspects effectivement de contingentement des frais. Donc des frais de prise en charge pédagogique et des frais effectivement de déplacement qui seront acceptés par la collectivité, il faudra effectivement délibérer. Sinon, effectivement, le plan de formation, du coup, et les demandes au titre du CPF, qui font partie, du coup, de demandes qu'il faudra suivre. Donc, il n'y a pas de délibération particulière, sauf que si on change le règlement de formation, il est présenté en comité technique et souvent fait l'objet d'une délibération. Rémi Estringone
que je remercie parce qu'il participe activement au chat live. Dans un contexte de contraintes budgétaires certaines, la part consacrée être provisionnée de façon bien plus conséquente. Est-ce que voilà, dans ce contexte-là, je veux dire, les collectivités, bon, c'est la loi en même temps, mais est-ce qu'elles seront tentées de différer un petit peu la volonté d'alimenter à hauteur des besoins de formation ? Alors c'est une réalité, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que les collectivités territoriales sont une contrainte financière importante. C'est pour ça aussi que les textes encouragent effectivement du coup les employeurs publics du coup à mutualiser leurs plans de formation, puisque les demandes au titre du CPF pourraient être faites et émargées sur les plans de formation des employeurs publics. Par conséquent, du coup, le temps de CPF pourra être effectivement décrémenté au profit d'actions déjà mises en œuvre dans le cadre des plans de formation et pas uniquement être, faire l'objet d'un financement extérieur. En fait, uniquement, le CNFPT sera aussi associé à des projets particuliers de façon à prioriser sur le plan de formation des collectivités les départs en formation. D'accord. Nathalie s'interroge sur le refus de formation. Combien de temps on peut refuser une formation à un fonctionnaire et quelles sont les possibilités? On l'a aussi abordé, oui. Mais voilà, est-ce que c'est bien 2 ans le délai? Elle croit savoir que c'est 2 ans. Est-ce que c'est le cas? Alors, ça pourrait être effectivement au-delà. En tous les cas, effectivement, le refus de demande de CPF, du coup, peut être fait sur 2 années. Et au moment, juste avant le 3e refus, le dossier devra être présenté par la collectivité à la CAP ou à la CCP pour qu'il soit étudié. Il n'y a pas de demande butoir. Si un agent compte représenter son projet de formation une 3e, une 4e année, il pourrait effectivement du coup il n'y a pas de l'envisager. Demande potentiellement qui ne peut pas aboutir. Enfin, on ne peut pas dire non, jamais je te formerai à... enfin, on peut, sauf si la nature de la formation est, comment dirais-je, un peu clownesque ou inadaptée au contexte des besoins du service. C'est surtout ça. Mais... voilà, cette liberté dans le choix de la formation, elle reste quand même liée à, vous l'avez dit tout à l'heure, aux besoins du service, et on ne peut pas demander tout et n'importe quoi. Non. Il y a des règles, mais il y aura effectivement du coup, par anticipation, une réflexion des collectivités sur ce qu'elles vont prioriser et accepter pour effectivement se retrouver dans des demandes farfelues et qui ne rentrent pas dans les conditions du CPF aujourd'hui. Alors tous les gouvernements, les récents gouvernements en tout cas, souhaitent dégraisser toujours plus, je veux dire les fonctions publiques au sens large, avec quelques priorités. Est-ce que les formations sorties en quelque sorte, qui permettraient à effectivement des fonctionnaires d'envisager d'autres perspectives professionnelles complètement à l'extérieur, je veux dire, des fonctions publiques, pourraient être aussi privilégiées? Exactement. Elles pourraient être effectivement envisagées. En tous les cas, les règles sont posées comme telles. C'est effectivement du coup que l'agent réfléchisse à son parcours professionnel et à sa mobilité, y compris sur un secteur différent du sien. Donc je suis fonctionnaire, privé. Je veux devenir boucher. Exact. Et je m'en vais, enfin, je laisse la place en D'abord, quelque sorte. Je vais faire une demande effectivement etc. et tout. Mais ça formation. peut être aussi un outil de gestion prévisionnelle de l'emploi pour les. Voilà. Donc, on peut trouver un intérêt finalement à financer quelque part cette formation qui n'a aucun lien avec les besoins du service, mais qui permettrait de dégager un poste. On est d'accord. Ça peut être aussi... Alors, dégager un poste, je ne sais pas en tant que tel, mais en tous les cas, d'orienter la carrière professionnelle d'un certain nombre d'agents vers effectivement de nouveaux métiers et donc de nouveaux services pour exercer ce métier. Alors, Kader pose la question qui est un peu le fil rouge de notre débat depuis quelques minutes. Voilà, comment gérer la contradiction entre un CPF propre à l'agent dont il dispose et les besoins de gestion des formations de leur personnel par les DRH. Ouais, il y a un plan de formation réalisé, il y a des attentes personnelles, etc. Il y a des rapprochements et des convergences à opérer. Pas simple. C'est pas simple, en effet, voilà, mais c'est le rôle des DRH. On vous confirme que c'est pas simple. Voilà. C'est le rôle des DRH, effectivement, d'y réfléchir. Sachant que les plans de formation ne sont pas, là aussi, qui sont une obligation aussi, oui. sont là aussi, pas toujours réalisés dans les temps.
Alors, il y a des obligations. Après, il y a effectivement, du coup, les contraintes des collectivités de faire leur plan de formation, d'y mettre effectivement, du coup, des actions prioritaires, de travailler en partenariat avec effectivement le CNFPT, parfois de développer leurs propres prestations de formation. On voit beaucoup de développement de formation interne par un réseau de formateurs internes. Il y a des solutions qui sont mises en œuvre par certaines collectivités aussi, qui peuvent contribuer à avoir une belle offre de formation dans des conditions plus contenues, en tous les cas contrôlées, en fait, par les collectivités. C'est un outil managérial extraordinaire. Exactement. Je crois que la montée en puissance des préoccupations et des process managériaux qui vont être plus ou moins imposés par la situation font que regarder par la fenêtre un petit peu de la formation pour voir de quelle manière on peut redonner du souffle au projet collectif d'une collectivité, petite, grande ou autre. Ça peut être aussi un cheminement, en quelque sorte, pour redonner un esprit collectif à un ensemble. On peut imaginer aussi que les agents, dans le cadre d'une promotion ou d'une mobilité, pourront l'exercer également dans leur collectivité territoriale, chez l'employeur. Et c'est intéressant de voir les agents les plus motivés qui portent un projet qui peut tenir la route et qui peut être intéressant aussi. C'est gagnant-gagnant dans la professionnalisation également. Je mutualise 2 questions, moi aussi, puisque c'est à la mode. Kelly se demande, mon employeur ne respecte pas cette obligation de recensement des heures acquises, qu'est-ce qui se passe ? Si la comptabilité n'est pas ou exacte ou pas faite, je peux lui demander d'accélérer Alors, vous pouvez... déjà, c'est un compte qui appartient à un individu, c'est un compte personnel. Donc ça veut dire que cet agent pourra aller effectivement consulter mon compte d'activité .gouv.fr tout seul, le créer même à son initiative si effectivement ça n'a pas été le cas, et effectivement aller voir un certain nombre d'informations qui sont... Il pourra y mettre même d'emblée, s'il le souhaite, ses heures diff s'il les connaît, et ensuite ce sera incrémenté automatiquement par les déclarations sociales, donc au moins l'incrémentation sera faite automatiquement par la feuille de paye. Mais parce que Nathalie, c'est intéressant comme question, elle dit l'employeur se doit de faire le compte des heures, etc. Mais il faut que j'ai pu créer en amont mon compte d'activité. Si par exemple je ne me suis jamais posé la question de savoir combien d'heures j'avais sur mon DIF, je ne vais pas taper sur il est où mon DIF, par exemple, à moi, ou le vôtre, où c'est qu'on va le trouver ? Alors justement, c'est la première étape du travail qu'on va faire les employeurs, puisque là, pour le coup, la Caisse des dépôts et des consignations... Ils ont fait le boulot, mais moi, si je n'avais pas de besoin de formation particulier, je vais le retrouver comment ? Ça fait partie d'une obligation des employeurs que d'effectivement déclarer les heures diff pour leur personnel et de transmettre l'information à la Caisse des dépôts et des consignations. Ensuite, effectivement, du coup, la visualisation par les agents, ce serait effectivement d'aller ouvrir leur compte personnel d'activité et leur compte personnel de formation pour voir apparaître effectivement, du coup, les heures diff. Ce compte n'est accessible aux agents publics, ne le sera qu'à partir du mois de janvier 2018, mais avec une période de 2 ans pour effectivement que la Caisse des dépôts et des consignations en lien avec les employeurs publics puisse les alimenter correctement. Et donc, il y a une période de 2 ans jusqu'au 1er janvier 2020 pour que chaque personne puisse aller consulter son compte personnel d'activité et le visualiser. C'est pas parce que je n'avais pas de préoccupation en formation jusqu'à ce jour que mon compte n'a pas été crédité, n'existe pas quelque part. Il suffit de l'activer en quelque sorte. Voilà, il faudra l'activer effectivement, exactement, avec un numéro de sécurité sociale, son nom, son prénom et une adresse mail. Qui pourra effectivement du coup être utilisé comme tel. Et donc c'est pour ça qu'il faudra certainement accompagner les agents, ceux qui sont du coup le moins utilisateurs de ces outils informatiques que nous utilisons de plus en plus, pour pouvoir effectivement les encourager à aller, sinon interroger leur compte, peut-être le créer. Il y a l'apparition de la Caisse des dépôts et consignations interpelle. Il n'y a pas que moi, donc interpelle aussi nos personnes qui participent, et je les en remercie à ce chat live. Donc Agathe qui se demande si un référent sera nommé pour chaque collectivité auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ou est-ce que ça sera un échange très dématérialisé ? Est-ce qu'on rassurer tout le monde sur la Caisse des dépôts ? C'est vraiment un coffre, c'est vraiment une... C'est clair. C'est tout.
C'est tout, oui, mais il va falloir effectivement travailler sur la relation avec les employeurs. Aujourd'hui, le pilote du projet, c'est la DGAFP, et qui justement se pose de nombreuses questions sur la façon dont les informations vont pouvoir être remontées, notamment au titre du DIF. Donc, est-ce que ça va être les agents qui vont créer leur compte à partir d'un certificat délivré par leur employeur pour créer les heures du DIF directement? Est-ce que ça va être par le biais d'un web service, comme aujourd'hui, beaucoup d'outils de ce type sont utilisés pour incrémenter. Au niveau de l'incrémentation donc, du compte personnel de formation, ce sera lié effectivement du coup à la déclaration sociale, qui sera faite chaque année. Et ensuite, ce qui va poser problème, et ce qui aujourd'hui pose encore question, c'est la façon dont on fera vivre les comptes et dont les employeurs auront à déclarer les heures qu'ils seront effectivement déjà consommées par leurs agents. Il y a on est dans l'ère du numérique, des transformations du travail. Le travail qu'on fait aujourd'hui, on ne le fera pas dans 10 ans, etc. Et tout. Et il y a Chris qui a une question intéressante et qui dit, est-ce que mon employeur peut refuser mes démarches de formation pour nécessité de service, donc collectif, je suppose, si je travaille seul sur mon lieu? En quoi, je dirais, le lien entre sa solitude, entre guillemets, parce que où il est sur du télétravail, ou alors il est gardien de phare perdu dans l'océan, mais voilà, quelle est est-ce qu'on peut prétexter d'une nécessité de service quand un agent est... il y a beaucoup de petites collectivités qui ont un seul agent, les polyvalents, comme on les appelle. Donc voilà, est-ce que c'est possible, ça ? C'est une question, du coup, pertinente. En attendant, la formation est un droit, avec effectivement, du coup, là, des droits ouverts attachés à la personne, qu'on ne pourra pas refuser forcément éternellement. Aujourd'hui, c'est une personne qui, j'espère, bénéficie de formation par ailleurs, pour préparer un concours, quand il s'en va, il n'est pas là. Pour ça, c'est professionnaliser. Il faudra s'organiser. s'organiser. Mais l'employeur pourra effectivement refuser. Ce motif-là n'est pas forcément... le plus adapté. Mais en attendant, c'est une vraie préoccupation de toutes les petites collectivités et des personnes qui sont sur un poste unique. D'accord. On arrive vers la fin de votre intervention. Est-ce que l'ascension sociale, au sens où on l'entendait il y a quelques années, avec le petit fonctionnaire, c'est pas bien sûr diminutif ou péjoratif ce que je dis, qui passait ses concours, qui évoluait dans sa carrière ou autre, est-ce que c'est possible aujourd'hui encore ? Bien sûr. C'est même renforcé, en fait. Sauf que dans l'accompagnement, la personne peut faire des demandes de plus en plus pour elle. Et donc, il y a un accompagnement qui a été effectivement rendu du coup, obligatoire par ces nouveaux textes. Un accompagnement personnalisé, dit par un conseiller formé et qui va incomber à l'autorité territoriale. C'est-à-dire un accompagnateur que la personne l'agent qui souhaitera pourra effectivement solliciter en amont pour élaborer son projet et puis au fur et à mesure pour l'accompagner, à le mettre en œuvre, à le suivre et ensuite à évoluer. Et effectivement, du coup, ces outils priorisent la mobilité, la promotion. Donc on est bien là sur l'évolution professionnelle du parcours de chacun des agents. Ça l'est encore plus qu'avant. Un petit mot pour terminer sur votre association, la DIAJ. Quel est, en 30 secondes, mais je veux dire, parce que j'ai juste prononcé, je veux dire comme ça, un sigle, mais je ne l'ai pas déroulé en quelque sorte. On est une association qui s'occupons de la formation essentiellement des ressources humaines pour la fonction publique. On a été créé par un centre de gestion, celui de la Petite Couronne en 1989. On a un statut d'association loi 1901 et qu'on est effectivement centré sur la formation des fonctionnaires, des agents publics avec des formateurs qui sont des professionnels en poste, à 95% d'entre eux, soit de centres de gestion, soit de collectivités territoriales concernées, et également un peu au niveau de l'État et de l'hospitalière, puisqu'aujourd'hui, avec la modernisation de la fonction publique, les ressources humaines sont de plus en plus harmonisées entre ces trois fonctions publiques, et nous gérons l'ensemble des demandes de formation. Alors, juste une dernière question d'Agathe, parce que ça arrive en direct. Les collectivités doivent-elles nommer par défaut un conseiller d'évolution professionnelle dans l'attente de la nomination par les CDG ?
Alors, effectivement, elles auront à travailler sur qui sera le conseiller en évolution professionnelle au sein de leur structure, puisque ce sera soit l'autorité territoriale, soit les centres de gestion qui auront effectivement à aller prendre en considération ce rôle, qui aujourd'hui est déjà souvent mené par un conseiller formation, un conseiller ressources humaines ou un conseiller mobilité. Mais c'est effectivement un rôle très important à définir dans les structures. Pascale Fleury-Delabre, merci beaucoup pour votre intervention et d'avoir accepté ce jeu du tac au tac comme ça, parce que voilà, très interactif.